Chaque été, le système de goutte à goutte tombe en panne. Vous savez déjà que cela arrivera. Vous l'avez quand même acheté. C'était peut-être 80 $ à la quincaillerie. C'était peut-être le kit à 200 $ avec le minuteur, les tuyaux et les petits émetteurs en plastique qui se bouchent avant le mois d'août. Vous l'avez installé, vous avez enfoncé les piquets et vous en étiez satisfait. Et puis, 3 saisons plus tard, parfois 2, un raccord s'est fissuré, un tuyau s'est fendu ou quelque chose sous terre a cessé de fonctionner et vous ne l'avez pas remarqué jusqu'à ce qu'une plate-bande soit complètement asséchée depuis 2 semaines et que les tomates vous le fassent savoir. Le jardinier américain moyen remplace son système d'irrigation tous les 2 à 4 ans. Ce n'est pas un accident. C'est le modèle économique. Un agriculteur à la retraite près de Lancaster, en Pennsylvanie, âgé de 71 ans et vivant depuis 31 ans dans la même maison, n'a pas eu de tuyau d'irrigation sur sa propriété depuis qu'il a retiré le dernier lors de sa 2e année. Ces plates-bandes restent humides pendant les semaines sèches de juillet que le reste de son comté redoute. Elles ont tenu bon lors de la sécheresse estivale d'il y a 2 ans, lorsque le bureau d'extension du comté émettait des alertes. Ses voisins transportaient des seaux de 5 gallons depuis le robinet. Il n'est sorti que 2 fois de tout l'été. Par habitude surtout. Les plates-bandes n'en avaient pas besoin. Son système a coûté 11,37 $. J'ai passé 4 saisons à le faire de la manière coûteuse. J'avais un réservoir alimenté par gravité avec un système de goutte à goutte en surface, installé pour 340 $. Il a duré 18 mois avant qu'une micro-fissure ne s'ouvre au niveau du raccord de base. Lentement au début, puis un matin, tout le réservoir s'était vidé pendant la nuit dans l'herbe. Mes plates-bandes se sont asséchées à l'approche des 10 jours les plus secs de l'été. Je suis resté là à regarder le réservoir vide et j'ai pensé, il doit y avoir une meilleure conception que celle-ci. Il y en a une, et elle est plus ancienne que n'importe quelle quincaillerie d'environ 2700 ans. Deuxième livre des Chroniques, 32-30. Ce fut Ézéchias qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon et les dirigea vers le bas, du côté ouest de la cité de David. Cette seule décision d'ingénierie a maintenu toute une ville en vie pendant un siège militaire. Le même principe, appliqué avec 11,37 $ de tuyaux Hanley, maintient un jardin en vie jusqu'en août. Avant la fin de cette vidéo, vous aurez l'installation complète, la liste des matériaux, la profondeur de la tranchée, l'orientation des tuyaux, tout. 2 heures ce week-end. Pas de minuteur, pas de source d'alimentation, pas de pièces de rechange. Faites ceci tout de suite. Allez à votre plate-bande et enfoncez votre index tout droit dans le sol. Ne vous arrêtez pas à 1 pouce. Dépassez les 2 pouces. Allez jusqu'à 4 ou 5 pouces de profondeur. Que ressentez-vous à cette profondeur? Frais et légèrement humide ou sec et chaud, à la même température que la surface. Retenez cette réponse. Elle vous indique exactement où va votre eau après chaque pluie et pourquoi vos plantes souffrent à la mi-juillet, peu importe la quantité d'eau que vous leur donnez. Il y a une source à Jérusalem appelée Gihon. Elle jaillit dans la vallée du Cédron, juste à l'est des anciens murs de la ville, à la base de la colline appelée Ophel. Pendant des générations, ce fut la principale source d'eau de la ville, et elle se trouvait à l'extérieur des murs. En 701 J. C., le roi assyrien Sennachérib fit marcher son armée vers Jérusalem. Il représentait la force militaire la plus puissante du Proche-Orient à ce moment-là. Pas de manière discutable, pas rétrospectivement, mais factuellement. 46 villes judéennes étaient déjà tombées. Son officier envoya un message en avance. « Rendez-vous avant notre arrivée. Les murs n'auront aucune importance. Vous savez ce qui va se passer. » Ézéchias savait depuis des mois que cela allait arriver. Il renforça les murs. Il organisa l'armée. Il rencontra ses officiers et leur adressa des mots conçus pour les rassurer. Et puis, il fit quelque chose que même les ingénieurs modernes regardent avec une certaine incrédulité. Il ordonna de creuser un tunnel à travers 533 mètres de calcaire massif sous la ville, à la main, avec des pics en fer, à la lumière des lampes. Pensez à ce que cela signifie. Vous ne pouvez pas voir l'autre équipe. Vous ne pouvez pas communiquer. Vous creusez à l'aveugle à travers la roche depuis des extrémités opposées, en espérant vous rencontrer quelque part au milieu. Et si vos calculs sont erronés de quelques degrés seulement, vous vous ratez complètement. Les équipes ne se rejoignent jamais et la ville n'a pas d'eau lorsque l'armée arrive.
La source de Gihon se trouvait à l'extérieur des murs. Lors d'un siège, cela signifiait que l'ennemi la contrôlait. Les forces de Sennachérib pouvaient camper à la source et attendre. Jérusalem manquerait d'eau. Les murs n'auraient aucune importance. La solution d'Ézéchias ne fut pas de construire une plus grande citerne, ni de poster des gardes à la source. Ce fut de déplacer l'eau sous terre, de la rediriger sous les murs, sous les rues, vers un bassin à l'intérieur de la ville du côté ouest, le bassin de Siloé. La ville aurait de l'eau courante tout au long du siège. L'ennemi posté à l'entrée de la source n'aurait aucune idée de l'endroit où allait l'eau. Deux équipes creusèrent, simultanément, en partant des extrémités opposées. Elles se dirigèrent, grâce au léger changement de densité du calcaire, à l'angle du drainage naturel, et finalement, en convergeant, grâce au son. Lorsque les coups de pique d'une équipe commencèrent à résonner depuis l'autre direction, les ouvriers surent qu'ils étaient un peu proches. Ils firent une légère correction, et ils percèrent. Voici la partie à laquelle je pense plus qu'à toute autre chose dans cette histoire. Une inscription a été gravée sur le mur du tunnel après son achèvement. Pas par Ézéchias, pas par un scribe ou un fonctionnaire, mais par les ouvriers qui ont percé. Ils l'ont écrite eux-mêmes avec leurs propres mots sur la pierre. Elle a été découverte en 1880 par un écolier local qui jouait dans le tunnel. En hébreu, elle dit « la percée ». Alors que les mineurs levaient encore leurs pics, chacun vers l'autre, et alors qu'il restait encore 3 coudées à creuser, on entendit la voix d'un homme appelant son compagnon, car il y avait un chevauchement dans la roche à droite et à gauche. Et le jour de la percée, les mineurs frappèrent chacun vers l'autre, pic contre pic, et l'eau coula de la source au bassin sur 1200 coudées. 1200 coudées, 533 mètres de tunnel creusés à la main dans le calcaire. La source de Gihon coule encore aujourd'hui. Ce tunnel transporte encore de l'eau en ce moment même. C'est ce que j'appelle le principe de Gihon. L'eau acheminée sous terre de la source à la destination, voyageant à travers la terre plutôt qu'à sa surface, arrivant au niveau des racines sans jamais entrer dans la zone d'évaporation. Ce qu'Ézéchias a construit dans le calcaire et à la lumière des lampes, l'agriculteur près de Lancaster l'a construit avec des tuyaux à ne les perforer. L'échelle est différente. La physique est identique. Maintenant, le test que vous avez fait dans votre plate-bande. Si votre doigt a trouvé un sol sec et chaud à 4 ou 5 pouces, à la même température que la surface, votre eau s'évapore avant d'atteindre la zone des racines. À chaque pluie, chaque matin où vous utilisez le tuyau d'arrosage, l'eau frappe les premiers pouces et commence immédiatement à rivaliser avec la chaleur qui fait remonter l'humidité. Au milieu de l'après-midi d'une journée de juillet, la surface est sèche. Les racines de vos plantes, situées à 4 ou 6 pouces là où les légumes se nourrissent réellement, n'ont presque rien trouvé. Vos plantes ne meurent pas de sécheresse. Elles meurent de l'arrosage en surface. L'eau arrive, elle ne pénètre simplement jamais sous terre là où les racines en ont besoin. Les systèmes de goutte à goutte en surface, les tuyaux poreux, l'arrosage par aspersion, chacun d'eux délivre l'eau sur les 1 à 2 premiers pouces du sol et dépend de la gravité et de l'action capillaire pour la transporter vers le bas. Par une journée chaude, les taux d'évaporation à la surface se situent entre 30 et 50% de l'eau appliquée avant qu'elle n'atteigne la racine à 7 heures du matin. À midi, les 3 premiers pouces sont secs. Les racines à 4 ou 5 pouces ont bu ce que la gravité a bien voulu leur apporter avant que le soleil ne prenne sa part. Elles n'en auront pas d'autres avant demain matin. Cela représente 14 à 16 heures de conditions sèches juste à la profondeur d'alimentation. Et voici quelque chose que l'emballage du système de goutte à goutte ne vous dit jamais. Chaque fois que la surface sèche entre les cycles d'arrosage, le premier pouce de sol forme un pare-vapeur, une fine croûte de sol sec qui ralentit en fait la pénétration rapide de l'arrosage suivant. Ainsi, le problème s'aggrave. L'arrosage en surface rend le prochain arrosage en surface moins efficace. Vous arrosez plus et accomplissez moins à mesure que la saison avance. L'arrosage souterrain change entièrement cette équation. L'eau n'entre jamais dans la zone d'évaporation. Elle entre dans le tuyau, voyage à travers le tube enterré, sort par des perforations à 4 ou 5 pouces et sature le sol environnant au niveau des racines. Le soleil ne peut pas l'atteindre. Le vent ne peut pas l'emporter. Elle reste. Une seule pluie, acheminée sous terre, reste disponible à la profondeur des racines pendant 2 à 3 jours, parfois plus longtemps dans les sols plus lourds.
L'équipe de recherche sur l'irrigation de l'Université de l'Arizona a comparé les émetteurs de goutte à goutte en surface avec l'arrosage souterrain enterré à 4 pouces de profondeur dans des plates-bandes de légumes. Les systèmes enterrés ont nécessité 30 à 40% d'apport d'eau total en moins pour maintenir une humidité équivalente dans la zone des racines sur la même période. Pas un peu moins, 30 à 40% de moins. Même plante, même sol. Un système délivrait l'eau à la surface. L'autre la délivrait sous terre, là où vivent les racines. Ézéchias a compris la physique sans l'étude. Ce qui voyage sous terre ne s'évapore pas. Cela ne cède pas à la chaleur d'un siège ou d'un après-midi doux. Cela se déplace selon la pente et trouve sa destination. Maintenant, regardez votre descente de gouttière la plus proche. Pensez à ce qui s'y passe chaque fois qu'il pleut. Un toit standard de 1800 pieds carrés déverse environ 900 gallons d'eau par pouce de pluie. Une pluie d'été de 3-4 de pouces, un événement typique dans la majeure partie de l'Est des États-Unis, produit 675 gallons à partir de ce toit. La majeure partie sort par un ou deux emplacements de descente de gouttière et coule immédiatement à travers la pelouse vers un drain, loin de toute plate-bande. Cette eau est votre source de Gihon. Elle coule chaque fois qu'une tempête passe au-dessus de votre maison. Vous ne la dirigez simplement pas sous terre, là où les racines en ont besoin. La première étape consiste à trouver votre source. Parcourez votre propriété et identifiez la descente de gouttière qui draine la plus grande section de votre toit et qui se trouve la plus proche de votre plate-bande, la plus importante. Lors de la prochaine pluie ou en versant lentement un seau dans la gouttière au-dessus, observez où l'eau sort à la base. Où va-t-elle? Se dirige-t-elle vers une zone de culture? Coule-t-elle tout droit sur un sol plat vers un drain? Cela vous indique deux choses. Quelle quantité d'eau de pluie vous éloignez actuellement de votre jardin à chaque tempête, et si la pente entre la descente de gouttière et la plate-bande joue naturellement en votre faveur. Même une légère pente de 1 à 2 degrés sur 15 pieds suffit pour que la gravité transporte l'eau souterraine de la source à la plate-bande sans aucune pompe. Je veux faire une pause ici et dire quelque chose que je n'étais pas sûr de devoir inclure, car on dirait que je dis que le système de goutte à goutte de la quincaillerie ne vaut rien. Ce n'est pas le cas. Pour certaines applications, plateau de serre, jardin en pot, plate-bande surélevée sur du béton, où il n'y a pas de connexion avec le sol, les systèmes de surface sont ce qu'il vous faut. J'en ai utilisé un pendant des années et il a maintenu les plantes en vie. Le problème n'est pas que le produit échoue complètement. Le problème est qu'il échoue de manière prévisible selon un calendrier conçu par le fabricant et que vous payez pour cela à plusieurs reprises. Si vous avez la cinquantaine ou la soixantaine et que vous avez déjà traversé 2 ou 3 cycles de système de goutte à goutte, vous le savez déjà. La question est de savoir si une installation unique à 11 $ change l'équation à long terme. Et la réponse, basée sur la physique et non sur le marketing, est oui. Deuxième livre des Rois 20-20. Le récit parallèle de l'ingénierie d'Ézéchias. Quant aux autres événements du règne d'Ézéchias, à tous ses exploits et à la manière dont il a fait le bassin et le tunnel par lesquels il a amené l'eau dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Annales des rois de Juda? Le bassin et le tunnel. Deux composants, la source et le système de distribution. Dans le cas d'Ézéchias, la source de Gihon est 533 mètres de tunnel, creusé à la main dans le calcaire. Dans votre jardin, la descente de gouttière du toit est 15 pieds de tuyaux annelés perforés. Je veux dire quelque chose ici sur ce que la plupart des gens manquent dans ce récit biblique. L'armée de Sénachérib contrôlait la source. Il campait à l'entrée visible dans la vallée du Cédron. Il la surveillait. Il savait que la ville avait besoin d'eau. Il pensait avoir déjà gagné. L'eau a continué à se déplacer sous terre au-delà de tout ce qu'il contrôlait. La ville avait de l'eau. L'armée n'a jamais compris pourquoi. La plupart des gens qui lisent le deuxième livre des Chroniques 32 se concentrent sur le récit militaire ou la victoire théologique à la fin. Mais Ézéchias a pris une décision d'ingénierie physique, rediriger l'eau sous terre. Et cette décision est ce qui a rendu tout le reste possible. La foi et l'ingénierie étaient la même chose. Il n'a pas prié pour que de l'eau apparaisse à l'intérieur des murs. Il l'y a déplacée. Et parce qu'il l'a déplacée sous terre, elle était immunisée contre tout ce que l'ennemi pouvait lui faire. C'est ce que vous construisez dans votre plate-bande. Passons maintenant à un test qui vous donnera des informations concrètes. Parcourez le trajet de votre descente de gouttière
après la prochaine pluie de 3-4 de pouces ou plus. Enfoncez votre doigt de 5 pouces au centre de votre meilleure plate-bande, celle que vous arrosez le plus soigneusement. Maintenant, enfoncez-le de 5 pouces dans une plate-bande qui n'a reçu que la même pluie sans aucun tuyau souterrain pour l'alimenter. Même tempête, même type de sol. Si vous ressentez une différence significative d'humidité en profondeur, la première plate-bande fraîche et humide, la seconde sèche et chaude, alors vous comprenez exactement pourquoi l'agriculteur de Lancaster ne pense pas à l'irrigation. Ces plates-bandes reçoivent l'eau sous terre. La vôtre s'échappe par la surface. Voici ce que j'ai découvert, et je serai honnête, je n'ai jamais vu cela échouer lorsque c'est installé correctement. La différence à 5 pouces après la première bonne tempête suivant l'installation n'est pas subtile. Ce n'est pas, oh, peut-être un peu plus d'humidité. C'est la différence entre un sol sec qui s'effrite sous votre doigt et un sol qui s'y accroche parce qu'il est véritablement mouillé en profondeur. La première fois que j'ai testé ma plate-bande installée par rapport à la plate-bande non modifiée d'à côté, j'ai enfoncé mon doigt, je l'ai retiré et je suis resté là un moment. Même pluie, 1 pouce de précipitation. Une plate-bande était complètement chargée à la profondeur des racines, l'autre était sèche à 3 pouces. Ce n'est pas un système compliqué, c'est juste un arrosage souterrain. Genèse 26 à partir du verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et y découvrirent un puits d'eau vive. Mais les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Isaac n'a pas installé un système d'irrigation saisonnier. Il a creusé. Lorsque l'ennemi a détruit les puits de son père, il y est retourné et les a creusés à nouveau. Non pas parce qu'il était têtu, mais parce qu'un puits dure. Un puits fonctionne chaque saison sans pièce de rechange. Un puits est le bon investissement pour l'eau, pas le produit qui doit être remplacé tous les 2 à 4 ans. Le modèle biblique pour les infrastructures hydrauliques est de les enterrer, de les protéger, de les construire pour qu'elles durent au-delà de votre propre vie. Les serviteurs d'Abraham l'ont creusé, les Philistins l'ont bouché. Isaac l'a creusé à nouveau et lui a donné les mêmes noms que son père lui avait donnés, parce que les puits eux-mêmes méritaient d'être honorés. C'était ce genre d'infrastructure. Maintenant, le fermier renverse la jarre en argile. Des figues séchées roulent sur la natte tressée. Il s'arrête de compter à 60. Sa seule terrasse, large de 4 coudées, a produit cela après une saison avec un système d'irrigation souterrain. Il n'a pas de minuteur de goutte à goutte. Il n'a pas de garantie du fabricant. Il possède un principe qui précède de plusieurs millénaires tous les fabricants de systèmes d'irrigation. Voici ce que l'industrie de l'irrigation vous vend, et je veux être factuel à ce sujet plutôt que simplement critique. Une méta-analyse de 2024 portant sur 115 études a révélé que les systèmes de goutte à goutte de surface, lorsqu'ils sont installés dans des plates-bandes de potager, ont une durée de vie médiane de 2,8 saisons avant qu'une défaillance nécessitant un remplacement partiel ou total ne se produise. Les points de défaillance les plus courants sont le colmatage des goutteurs par l'accumulation de minéraux, en particulier dans les régions où l'eau de pluie est dure ou l'approvisionnement municipal chloré, la dégradation par les UV des tuyaux flexibles, les dommages causés par les rongeurs qui mâchent les conduites en plastique souple et les fissures des raccords dus au cycle de gel-dégel. Les fabricants savent tout cela. Les produits sont conçus pour un cycle de remplacement par le consommateur. Ce n'est pas une conspiration. C'est simplement ainsi que fonctionne l'économie. Le tuyau annelé perforé enterré à 4 ou 5 pouces sous terre n'a pas de goutteurs qui peuvent se boucher. Les perforations sont suffisamment grandes pour laisser passer les débris sans se bloquer. Il n'y a pas d'exposition aux UV. Le sol isole entièrement le tuyau. Il ne peut pas être atteint par les animaux qui mâchent les conduites de surface car ils ne creusent pas à 4 ou 5 pouces pour trouver un tuyau en plastique rigide, sans odeur de nourriture. Il ne gèle pas et ne se fissure pas car le sol à 4 pouces de profondeur maintient une température supérieure au seuil de dommage du tuyau dans presque tous les États-Unis continentaux. Son exigence d'entretien se résume à une seule tâche. Vérifier que la connexion du déviateur à la descente de gouttière reste dégagée. 30 secondes à l'automne. C'est tout. Chaque pluie le recharge automatiquement. Pas de minuteur,
Pas de source d'alimentation, pas de garantie du fabricant. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et si quelque chose tourne mal, la défaillance est visible dans la tranchée, au point de connexion, et non cachée dans une séquence de 5 micro-raccords, quelque part le long d'une ligne de surface que vous ne pouvez pas voir. Voici l'installation complète. Achetez un déviateur de descente de gouttière, le type qui se monte directement sur le tuyau de descente existant, et redirige le flux vers un port de sortie latéral. Ceux-ci coûtent entre 8 et 12 dollars dans la plupart des magasins de bricolage. Procurez-vous 12 à 15 pieds de tuyaux flexibles, annelés perforés de 4 pouces, le tuyau de drainage annelé noir avec des trous sur les côtés, et en bas vendu pour les applications de drain français. Il coûte de 1 à 1,50 dollars par pied linéaire. Montez le déviateur au point de sortie de la descente de gouttière choisie. La plupart des modèles ne nécessitent qu'une perceuse et 2 vis. Creusez une tranchée de 4 à 5 pouces de profondeur depuis le point de sortie du déviateur jusqu'au centre de votre plate-bande. Gardez-la aussi droite que possible. Le tuyau flexible annelé supporte les courbes douces, mais pas les angles vifs. Posez le tuyau perforé dans la tranchée, le côté perforé tourné vers le bas, vers le sol. Connectez l'extrémité en amont à la sortie du déviateur. Remblayez avec la terre excavée, en tassant doucement au fur et à mesure. Marquez le tracé du tuyau enterré avec un marqueur de rangée afin que les futurs outils ne le heurtent pas accidentellement. Quand il pleut, votre toit recueille l'eau. La descente de gouttière l'achemine vers le bas. Le déviateur la redirige vers le tuyau enterré. Le tuyau enterré la libère par ses perforations au niveau des racines, à 4 ou 5 pouces sous terre, là où l'évaporation ne peut l'atteindre. Vos plates-bandes boivent par en dessous. Le bassin se remplit à l'intérieur des murs. Matériaux totaux, 8 à 12 dollars pour le déviateur, 8 à 12 dollars pour 15 pieds de tuyaux, moins de 25 dollars au total, généralement beaucoup moins. Le fermier de Lancaster a trouvé le tuyau annelé dans la section des liquidations l'automne précédent, 11,37 dollars. Pour les plates-bandes où la descente de gouttière est à plus de 20 pieds de distance ou se trouve à une élévation similaire sans pente naturelle, ajoutez un baril de récupération d'eau de pluie à la descente. Ouvrez partiellement le robinet inférieur du baril. Connectez un court tuyau flexible de ce robinet enterré dans la plate-bande et laissez le baril se vider lentement après chaque épisode pluvieux. Le baril sert de bassin de rétention, le bassin de siloé et le tuyau distribue l'eau à partir de là. Même principe. L'échelle s'ajuste. La physique ne change pas. Dans les 10 minutes qui suivent la fin de cette vidéo, parcourez votre propriété avec un regard neuf. Identifiez la descente de gouttière qui draine la plus grande section de votre toit. Marchez de cette descente vers votre plate-bande la plus importante. Comptez vos pas. Si c'est moins de 25 pas et que vous avez une pente naturelle descendante entre les deux, vous avez une installation facile pour ce week-end. Demain matin, regardez ce même chemin après la prochaine pluie. Observez où l'eau sort et où elle va. Cette observation confirmera votre plan d'installation. Au 7e jour, vous aurez rédigé votre liste de matériaux et mesuré le tracé de votre tranchée. Au 30e jour, après 2 ou 3 épisodes pluvieux à travers le tuyau installé, enfoncez votre doigt à 5 pouces dans cette plate-bande et comparez-la à une plate-bande sans irrigation souterraine après la même pluie. La différence réglera toute question restante. Dans une saison complète, vous cesserez de penser au calendrier d'irrigation de cette plate-bande. Quand la pluie tombe, la plate-bande boit. Quand il ne pleut pas, le sol retient ce que la dernière pluie a apporté. Maintenant, 2 choses qui peuvent mal tourner et exactement comment les réparer. Si de l'eau stagnante se forme à l'extrémité du tuyau dans la plate-bande après de fortes tempêtes, votre sol absorbe plus lentement que le tuyau ne distribue. La solution est une poche de gravier. Creusez 1 pied cube de terre centré autour de l'extrémité du tuyau. Remplissez-le de gravier d'1 demi-pouce. Le gravier retient temporairement l'excédent pendant que le sol environnant absorbe à son propre rythme. Le problème se résout de lui-même sur 2 à 3 cycles de tempête, la cavité de gravier agissant comme un tampon. Si le déviateur de descente refoule lors de très fortes pluies et qu'un débordement se produit au point de connexion, le diamètre du tuyau est insuffisant pour le débit de cette section de toit. Passez à un tuyau annelé de 6 pouces pour ce tronçon. Le port de sortie du déviateur, sur la plupart des modèles,
accepte les connexions de 4 pouces et de 6 pouces avec un adaptateur standard. Dans les régions où les températures hivernales descendent régulièrement en dessous de 25 degrés OF, vérifiez la connexion du déviateur à la fin de l'automne. La plupart des modèles incluent un réglage de dérivation qui renvoie le flux vers le chemin de sortie normal de la descente de gouttière lorsque le tuyau enterré serait gelé. Passez en mode dérivation avant votre premier forgel. Repassez en mode déviation au début du printemps. Le tuyau enterré lui-même ne nécessite aucun hivernage. L'isolation du sol à 4 pouces pour la sans charge. Seul le point de connexion hors sol au niveau du déviateur nécessite une attention saisonnière. Maintenant, je veux revenir à l'inscription sur le mur du tunnel. Les ouvriers l'ont écrite eux-mêmes, et ils ont marqué le moment de la percée dans la pierre parce qu'ils comprenaient ce qu'ils avaient construit, quelque chose qui leur survivrait. Pas de quelques saisons, mais de plusieurs siècles, de plusieurs millénaires. Ils le savaient, ils l'ont écrit et ils l'ont signé avec les détails que seuls les ouvriers présents pouvaient connaître. Le son des pioches résonnant depuis l'autre équipe, les 3 coudées de roches restantes, l'eau qui coule. 2725 ans plus tard, un écolier trouve l'inscription en jouant dans un tunnel qui achemine toujours l'eau de la même source. Voilà à quoi ressemble l'infrastructure biblique. Elle survit au siège pour lequel elle a été construite. Elle survit au royaume. Elle survit à toute la civilisation qu'elle a servie. Elle fonctionne toujours. La plupart des gens, lorsqu'ils lisent l'histoire du tunnel d'Ézéchias, la considèrent comme une note de bas de page historique, une histoire militaire, un moment de foi, et c'est bien tout cela. Mais il y a une instruction pratique qui y est intégrée et qui est complètement négligée, la voici. Lorsque vous concevez une distribution d'eau, concevez-la pour qu'elle soit immunisée contre vos pires conditions possibles. Dans le cas d'Ézéchias, le pire scénario était une armée campée à la source d'eau visible. Il a donc rendu l'eau invisible. Il l'a mise sous terre, où l'ennemi ne pouvait ni la voir ni l'arrêter. Dans le cas de votre jardin, le pire scénario est une vague de chaleur en juillet, avec 2 semaines sans pluie et une évaporation de surface à son maximum. Vous mettez donc l'eau sous terre, où la chaleur ne peut ni la voir ni l'arrêter. L'ennemi est différent, la solution est la même. Déplacez la distribution en dessous des conditions de surface qui la menacent. Ce n'est pas une métaphore. C'est un principe d'ingénierie récurrent qui traverse l'Ancien Testament, des puits d'Abraham au recreusement d'Isaac, en passant par le tunnel d'Ézéchias, jusqu'aux bassins et citernes de la Jérusalem reconstruite par Néhémie. L'infrastructure d'eau souterraine apparaît encore et encore dans les récits bibliques parce que les gens qui vivaient dans ce climat avaient compris quelque chose que l'industrie moderne de l'irrigation a discrètement inversé. L'eau distribuée en surface est fragile. L'eau distribuée sous terre est durable. J'ai vu des voisins passer 3 étés consécutifs à se battre avec leur système de goutte à goutte. Un nouveau minuteur, des tuyaux de rechange, une tête de goutteur différente pour les tomates parce que les anciennes n'arrêtaient pas de se boucher. L'une d'elles m'a dit, vers le 3e été, qu'elle avait passé plus de temps à gérer l'irrigation qu'à jardiner réellement. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait. Le système est censé servir le jardin, pas consumer le jardinier. Le système dont nous parlons aujourd'hui n'a pas de minuteur à programmer, pas de goutteur à déboucher, pas de tuyaux à remplacer lorsque les UV les rendent cassants. Après l'installation, la relation du jardinier avec l'eau est la suivante. Il pleut, les plates-bandes boivent, le jardinier vérifie. C'est toute l'interaction. L'Américain moyen possédant un potager dépense 200 $ en matériel d'irrigation sur une décennie. Les fabricants de matériel prévoient un cycle de remplacement de 2 à 4 saisons. C'est le système dans lequel vous avez fonctionné. Le fermier près de Lancaster a dépensé 11,37 $ une fois, il y a 31 ans, ou à peu près. Il n'a rien remplacé. Il n'a perdu aucune plate-bande à cause du stress hydrique en juillet. Il vérifie le point de connexion à l'automne et s'en va. Un système a été conçu pour générer des achats répétés. L'autre a été conçu pour survivre à un siège militaire, et il a survécu à toutes les forces militaires qui ont traversé Jérusalem depuis 2700 ans. Ésaïe 41, 17, 18. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau.
L'eau a toujours été là. La question a toujours été la distribution. Ézéchias n'a pas créé d'eau là où il n'y en avait pas. Il a déplacé l'eau existante de là où elle était inaccessible vers là où elle était nécessaire. La source de Gihon coulait déjà avant que ses ingénieurs ne donnent un coup de pioche dans le calcaire. Ce qu'il a ajouté, c'est le chemin souterrain qu'il a amené là où la ville pouvait l'utiliser, au-delà des murs, au-delà du siège, au-delà de tout ce que l'ennemi pouvait couper. Votre toit recueille 675 gallons lors d'une pluie modeste sur une maison de 1500 pieds carrés. Cette eau existe chaque fois qu'une tempête passe. Elle coule déjà. Ce que vous ajoutez, c'est un chemin souterrain, 15 pieds de tuyaux perforés qui l'amènent de là où elle tombe jusqu'à là où se trouvent les racines, au-delà de la zone d'évaporation, au-delà de la chaleur de l'après-midi qui draine chaque goutte distribuée en surface dès 15 heures en juillet. Dieu a conçu l'eau pour qu'elle se déplace sous terre aussi naturellement qu'elle se déplace à la surface. Les aquifères que les serviteurs d'Abraham ont exploités, les puits qu'Isaac a creusés et recreusés, la source qu'Ézéchias a redirigée, étaient tous des expressions de la même architecture intégrée à la création. L'eau souterraine ne s'évapore pas, elle ne ruisselle pas, elle ne cède pas à la chaleur du jour, elle se déplace selon la pente, elle trouve le point le plus bas, elle sature le sol autour d'elle, et elle attend que les racines arrivent. Les racines de votre jardin le savent déjà. Les racines poussent vers l'humidité. Elles poussent vers la zone fraîche et constamment humide où l'eau souterraine s'accumule. La génétique pour cela est déjà dans la plante. Ce que vous construisez avec 12 dollars de tuyaux n'est qu'un moyen de donner à vos racines ce qu'elles ont déjà l'instruction de trouver. Dans l'heure qui suit, sortez et identifiez votre meilleur chemin de la descente de gouttière à la plate-bande. Notez quelle descente draine la plus grande section de toit et quelle plate-bande se trouve la plus proche et en contrebas de celle-ci. Comptez vos pas entre elles. Ce soir, notez vos matériaux. Un déviateur, une longueur de tuyau plus 2 pieds supplémentaires. Rien d'autre n'est requis. Demain, achetez les matériaux si ce n'est pas déjà fait. Votre seul objectif cette semaine, creuser la tranchée et installer. 2 heures ce week-end suffisent amplement. Et la seule chose à ne pas faire, ne faites pas passer le tuyau enterré dans une plate-bande qui reçoit également un système de goutte à goutte de surface lors du même épisode pluvieux. Une distribution souterraine et de surface simultanée dans la même plate-bande lors de fortes pluies sursaturera le sol argileux et créera de l'eau stagnante à la profondeur des racines. Choisissez une méthode par plate-bande. Pour la plupart des gens, le tuyau souterrain remplace entièrement le système de surface en une saison. Si c'est le genre de système biblique éprouvé que vous recherchiez, abonnez-vous à notre chaîne. Indiquez votre âge ci-dessous si vous jardinez depuis plus de 10 ans. Je lis chaque commentaire. 2 Chroniques 32-30. Ézéchias boucha l'issue de surface. Il canalisa l'eau sous terre. Il la dirigea vers le bassin du côté ouest de la ville. L'armée campa à l'entrée de la source et attendit que la ville succombe à la soif. Il contrôlait la source. Il la surveillait. L'eau a continué à se déplacer sous terre au-delà de tout ce qu'il contrôlait. La ville avait de l'eau. Ils n'ont jamais compris pourquoi. La source de Gihon coule toujours. Le tunnel l'achemine toujours. Le bassin de Siloé la reçoit toujours. Ce qu'il a construit pour durer a survécu à tout ce qui a essayé de l'arrêter. L'eau a toujours été là. Votre seul travail est d'arrêter de la laisser ruisseler du toit et sur l'herbe alors qu'elle pourrait recharger vos plates-bandes sous terre, de la manière dont Dieu a conçu le mouvement de l'eau, de la manière dont Ézéchias l'a dirigé, de la manière dont les racines s'étendent vers elle depuis que le jardin a été planté pour la première fois. Si cette histoire a changé votre façon de voir l'eau qui tombe de votre toit ou l'ancienne sagesse cachée dans le sol, veuillez vous abonner et aimer cette chaîne. Nous fouillons l'histoire et les méthodes qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.